lecture du CTMU de Christopher Langan. C'est la publication clé de Christopher Langan qui continue de référencer publication après publication. Christopher Langan, cet Américain connu comme l'homme le plus intelligent du monde des États-Unis avec son quotient intellectuel hors norme, connu aussi par son profil et ses personnalités atypiques, bodybuilder, videur dans des boîtes de nuit, aujourd'hui fermier dans le Missouri. Christopher Langan, donc, il nous livre sa théorie de la réalité qui entend résoudre les fausses dichotomies, le dualisme cartésien, la séparation entre l'objectif et le subjectif, la théorie classique de la relativité générale et la théorie du computationnelle et discrète de la théorie quantique. Voilà. Donc, nouvelle section, nouvelle lecture, déterminisme, indéterminisme et troisième option. C'est pas du temps perdu pour moi, et donc j'espère que vous aurez aussi de la valeur à suivre ces travaux et avoir peut-être les contextes que j'ai gagnés en me familiarisant avec cet auteur. Comme les mathématiques, la science et la philosophie d'où il découle, le continuum classique et les modèles discrets modernes de la réalité autorisent généralement exactement deux modes de déterminisme. La causalité externe et la causalité ou hasard. Étant donné un objet, un événement, un ensemble ou un processus, on suppose généralement qu'il s'est produit d'une ou des deux manières suivantes. 1. Son existence est due à quelque chose d'antérieur et d'extérieur à lui. 2. Il est sans cause et a surgi spontanément et sans but, d'une manière à partir de rien, sortie du chapeau, comme par magie. Une hypothèse similaire est faite en ce qui concerne son comportement. Soit il est contrôlé par des lois qui sont invariantes à son égard et donc existentiellement externes à celui-ci, même si elles le contrôlent par la structure et ses propriétés intrinsèques, ou bien il se comporte d'une manière totalement aléatoire et incontrôlée. Cela a donné lieu à une dichotomie, déterminisme versus hasard, ou une absence totale de causalité versus causalité par des lois ultimement indépendantes de l'entité déterminée. Donc là, on étudie un aspect des modèles de continuum classique ou des modèles discrets, qui est leur gestion du déterminisme. Donc Langan identifie deux déterminismes. Il y a la causalité externe d'une part, ou le hasard, ou ce qu'il appelle aussi acausalité, d'autre part. Donc la causalité externe, ça va être, vous avez une distribution de matière, d'énergie, de charge, et en fonction d'une causalité externe, qui sont les lois physiques, eh bien, ces charges vont évoluer, donc ce serait un exemple de causalité externe. Un exemple de hasard, ça pourrait être les théories plutôt quantiques, dans lesquelles il y a des distributions de probabilités, et de façon complètement aléatoire, ces probabilités vont aboutir à une issue qui va être vraiment générée de manière aléatoire selon ces théories. C'est-à-dire que toutes ces issues étaient possibles, mais par acausalité, vraiment, l'une de ces issues va émerger. Et Langan, donc, va étudier quelles sont les limites de ça. Donc, l'existence de quelque chose d'antérieur et d'extérieur, ça aboutit au fait que vous avez besoin de quelque chose de nouveau pour expliquer ce qui arrive. Et ce qui arrive, ça peut être n'importe quoi, un objet, un événement, un ensemble, un processus. Donc, Langan, quoi que soit votre théorie de base sur ce que sont les objets de la réalité, un objet, un événement, un ensemble, un processus, vous aurez ces comportements qui sont supposés sur vos objets. Et donc, c'est une critique du fait qu'il n'y ait que ces deux sortes de causalité, parce que si c'est toujours dû à quelque chose d'externe, vous ne pouvez pas avoir la réalité qui s'explique elle-même, qui se fournit ses propres explications, puisque vous avez toujours besoin de quelque chose d'autre pour expliquer quoi que ce soit que vous considérez être la réalité. Donc il y a un problème ici, c'est avec le déterminisme. Et le hasard, quelque chose qui surgit sans cause, comme un magicien sorti du chapeau, donc il commence déjà à critiquer, à présenter sous un mauvais jour ces théories de la causalité. Déterminisme et indéterminisme, à première vue, il ne semble pas y avoir de terrain commun. Les événements sont soit causalement liés, soit ils ne le sont pas. Et s'ils ne le sont pas, alors l'avenir semble totalement indépendant du passé. Soit nous utilisons la causalité pour relier les points et dresser une image cohérente du temps, soit nous nous contentons d'une diffusion aléatoire de points indépendants, sans motif spatial ou temporel, et donc sans signification.
Au risque d'un euphémisme, les effets philosophiques de cette dichotomie supposée ont été extrêmement corrosifs. Aucun univers qui existe ou évolue strictement en fonction d'un déterminisme externe du hasard ou d'une alternance des deux ne peut offrir beaucoup de sens. Là où la liberté et la volonté sont hors de propos, il en va de même pour la majeure partie de l'expérience et de l'individualité humaine. On continue à explorer donc ces deux polarités, ces deux extrêmes d'explication. Un extrême où tout est déterminé, où tous les points du temps sont causalement liés de façon absolument rigide. Donc vous n'êtes pas dans un liquide, mais dans un cristal où tout est vraiment fixé par la causalité. Donc c'est vraiment les théories laplaciennes où vous connaissez toutes les données à un moment T de l'univers. Donc vous allez pouvoir prédire toute la suite de façon absolument parfaite par les lois de la causalité. Et l'autre dichotomie de l'aléatoire, eh bien ça signifie qu'il y a dans l'évolution de l'univers, il n'y a pas de motif spatial-temporel. Donc tous ces événements, toutes ces émergences aléatoires d'objets, d'événements, de processus, eh bien, ne deviennent plus liés par des motifs qui font qu'on perd le sens. Ces événements deviennent sans sens. Et donc, Langan nous prévient, ça attaque nos conceptions de l'individualité humaine parce que les humains appréhendent le monde pour créer du sens, appréhendent le monde avec des motifs, avec des langages, on voit une série d'événements, on crée une explication et ensuite on programme une réponse à cette explication même au cours du temps. Si ça arrive ça, sachant qu'il y a tous ces événements qui sont passés, je vais faire ça. S'il arrive autre chose, je vais faire ça. Donc il y a une espèce d'une ingestion de la réalité, une programmation du futur. Et si on est soit déterminé, c'est-à-dire que l'on perd notre liberté, ou le hasard sans sens, s'il n'y a que ces deux choses-là, l'humain disparaît, ou la conscience n'a plus beaucoup de sens, et il n'y a plus d'individualité humaine non plus, parce qu'on ne serait que des phases entre deux. C'est pas entre la souffrance et l'ennui de Schopenhauer, mais c'est entre le déterminisme et l'absence de sens, qui sont un peu deux facettes aussi de l'absence de sens, que déterminisme, ça voudrait dire qu'il n'y a aucune implication dans la réalité elle-même ou comment elle évolue. Mais après tout, donc là on a un problème qui est posé par Langan aussi. Mais après tout, il y a une autre possibilité, l'autodéterminisme. L'autodéterminisme est comme un bord détourné séparant les pôles de la dichotomie précédente. Un bord réflexif et donc fermé, dont la formation n'implique ni loi préexistante, ni structure externe. Il s'agit donc du type d'attribution causale appropriée pour un modèle parfaitement autonome. L'autodéterminisme est un concept profond mais subtil, dû en grande partie au fait que, contrairement au déterminisme ou au hasard, il est source de sens authentique. Lorsqu'un système détermine sa propre composition, ses propriétés et son évolution indépendamment de lois ou des structures externes, il peut déterminer son propre sens et s'assurer par son autoconfiguration que ses habitants y sont impliqués de manière cruciale. Donc entre ces deux pôles de déterminisme et indéterminisme qui empêchent la création de sens, on voit la possibilité de concevoir un autodéterminisme qui va permettre de créer un déterminisme sans contrainte externe, c'est-à-dire qu'il y a une configuration, une composition d'un système par lui-même, de son évolution, ce qui permet d'avoir non pas la suite aveugle d'un déterminisme ou la génération aveugle de conséquences acausales, plutôt avoir des motifs de sens qui permettent d'expliquer l'évolution. Le déterminisme ne paraît pas avoir de sens quand on réfléchit de façon locale dans la réalité, parce que de façon locale, les particules, les hommes sont soumis à des lois qui sont externes à eux. On voit qu'il y a des déterminismes, et Langan pense de façon plus générale sur la théorie de la réalité elle-même. Et la théorie de la réalité elle-même ne peut pas se limiter à cette vision d'un déterminisme par des lois externes, parce que ça signifierait que la réalité n'a pas de sens même pour elle-même, puisqu'elle suivrait des lois aveugles. Et donc, et si elle suivrait des lois de probabilité acausale, ce serait aussi encore quelque chose de complètement aveugle. Ces deux dichotomies vont pouvoir être dégagées par le concept d'autodéterminisme qui va fermer le déterminisme sur lui-même
et assurer qu'un système peut définir ses propres motifs d'évolution. Un déterminisme, c'est comme un point. Le déterminisme externe, ça va être comme vous avez les lois ici qui s'appliquent au point, et donc le point n'a plus qu'à suivre la loi. Donc un objet que vous laissez en l'air, il va suivre le déterminisme de la gravitation, et donc il va tomber par terre. L'autodéterminisme, c'est lorsque l'objet se définit lui-même comme évoluant, donc ça va être le couple loi de la gravitation plus l'objet se définissent de manière intrinsèque par autodéterminisme comme implémentant les lois de la gravité. Et donc quand vous prenez une vision plus large et que vous regardez l'ensemble de ces deux objets, la loi de la gravitation plus l'objet, et de manière générale la réalité en général, vous avez cette capacité d'autodéterminisme qui fait que l'univers définit un sens au fait qu'il y a cette loi de gravitation et que l'objet va tomber. Donc on quitte le déterminisme externe en réfléchissant de façon plus fondamentale. Et ensuite, il y a l'autodéterminisme intrinsèque. Là, c'est l'aspect de l'objet ou de l'événement a simplement été déplacé à l'intérieur de l'aspect causal, permettant l'internalisation de la flèche bleue du déterminisme et rendant la causalité endomorphique. Donc là, en fait, le problème qu'on résout en passant de 3A à 3B, c'est que 3A, il y a l'objet, et ensuite on sort de l'objet avec une flèche, et il va se redéfinir, mais la flèche n'appartient pas à l'objet. Et donc Langan veut une théorie de la réalité dans laquelle il y a un support clair. On ne veut pas définir quelque chose. On définit la réalité comme la réalité en général. Il n'y a pas la réalité, il y a une flèche qui sort de la réalité et qui va redéfinir la réalité en revenant sur la réalité. Non, la flèche doit être à l'intérieur de la réalité elle-même. On parle de façon très générale. Et donc la flèche ne peut pas sortir à l'extérieur du support de la réalité elle-même. La flèche doit être à l'intérieur du support lui-même. Donc l'objet a une frontière et de façon endomorphique, en préservant la structure de l'objet, vous arrivez à un nouvel état de l'objet. Donc l'objet c'est autodéterminé. Voilà, pour comprendre ces genres de choses, là on comprend le besoin de cet autodéterminisme et ensuite on va définir qu'est-ce qu'on comprend comme un objet, qu'est-ce qu'on comprend comme l'évolution de l'univers, qu'est-ce que ça veut dire, en rénovant notre compréhension de ce qu'est un objet. Donc la réalité et même les objets eux-mêmes vont être ces entités qui permettent l'autodéterminisme, et donc ils vont ressembler à ça, à des cercles qui vont écrire dans eux-mêmes de façon indépendante et donc autodéterminée. Si le déterminisme correspond à une flèche de causalité pointant vers un événement à partir d'un support environnant, l'indéterminisme ne correspond à aucune flèche à causalité. Et l'autodéterminisme a une flèche bouclée ou à un complexe de flèches impliquant une rétroaction quelconque. Mais la rétroaction cybernétique, qui implique des informations transmises au contrôleur et des entités régulières via un support conducteur ou transmissif, n'a pas de sens lorsque de telles entités n'existent pas déjà et qu'aucun protocole sensoriel ou actionnant n'a encore été fourni. En ce qui concerne l'origine de tout système autodéterminant, parfaitement autonome, la rétroaction d'informations est de nature ontologique et est donc plus que cybernétique. En conséquence, la rétroaction ontologique porte la description de pré-cybernétique ou méta-cybernétique. En effet, en raison de leur relation particulièrement étroite, les théories de l'information, du calcul et de la cybernétique s'inscrivent dans le prolongement d'une extension convergente. Une extension qui peut, dans un contexte de théorie de la réalité, jeter l'essentiel des bases d'une extension convergente de tout ce qui est couvert par leur formalisme respectif. Donc là, Langan fait des liens en fait, avec les théories de la cybernétique, des théories de la complexité, théories de l'information, et explique comment on va aller au-delà de ça dans sa théorie du langage. Donc encore une fois, s'il y a juste le point sans flèche, c'est-à-dire qu'il y avait un événement qui va être isolé en termes de sens ou en termes d'événement, donc ce n'est pas un modèle sérieux. Si vous avez une détermination externe, vous avez l'environnement qui vous détermine avec une flèche l'objet, donc il y a un sens mais qui est figé. Et quand on parle de cybernétique, rétroaction cybernétique, c'est avec un feedback, un retour. En fonction de l'état de l'objet, vous avez un nouvel état. Donc, il y a une sorte de flèche qui part de l'objet, qui revient vers l'objet. Mais ça, on suppose qu'il y a déjà un support conducteur ou transmissif. On va aller au-delà de ça.
On parle de l'ontologie générale, donc la nature de la réalité en général. Et si vous cherchez à comprendre comment se passe l'évolution des événements, des objets dans cette réalité, elle doit être plus que cybernétique, parce qu'il n'y a pas de support, elle doit être pré-cybernétique, méta-cybernétique. Ça va être vraiment quelque chose de fondamental dans la théorie de la réalité, d'avoir cette possibilité d'autodétermination. Et parce que c'est une autodétermination ontologique, eh bien, elle va réinterpréter toutes les déterminations qui vont être moins générales et qui vont être juste des aspects particuliers quand on oublie les conditions générales du déterminisme. Et donc le système doit aller par-delà de ça, il va redéfinir cette notion de retour cybernétique d'un état qui définit le prochain état, quoi. La rétroaction ordinaire, décrivant l'évolution des systèmes mécaniques, et avec un peu moins de succès biologique, est cyclique ou récursif. Le système et ses composants font régulièrement appel à des structures internes, à des routines, à des mécanismes d'actionnement pour acquérir des entrées, générer les informations internes correspondantes, les communiquer en interne et les traiter. Évoluer vers des états appropriés en fonction des entrées et de la programmation. Cependant, lorsque l'objet consiste à décrire l'évolution d'un système dans un état dans lequel il n'y a aucune information ou programmation, syntaxe de traitement de l'information, un nouveau type de rétroaction est requis, la rétroaction télique. L'évolution des systèmes mécaniques, ça peut être n'importe quel objet. On suppose qu'il y a des entrées externes, qu'il y a des états internes du système et qu'il y a des lois logiques qui font en fonction des entrées externes et de l'état interne et de ces lois, eh bien, le nouvel état va être défini. Vous avez des schémas avec des automates de Mealy, des automates que j'ai étudiés dans mes études. Donc quand vous étudiez les systèmes, mais la rétroaction de ce type est toujours suppose l'existence de transistors, de composants, de circuits. Et quand on part de la réalité ontologique, il y a un nouveau type de rétroaction qui doit être défini, être identifié. Et c'est cette rétroaction télique qui forme le mécanisme d'évolution générale sur l'organe qui va dépasser les limites du déterminisme de la causalité. Et donc ça va être un autodéterminisme intrinsèque. La monnaie de la rétroaction télique est un paramètre quantifiable d'autosélection, une utilité généralisée, une propriété généralisée de loi et d'état dans la maximisation de laquelle ils subissent un raffinement mutuel. Notez que l'utilité généralisée est autodescriptive ou autologue, définie intrinsèquement et rétroactivement dans le système, et pré-informationnelle dans le sens où elle n'attribue aucune propriété spécifique à un objet spécifique. À travers la rétroaction télique, un système s'autoconfigure rétroactivement en appliquant réflexivement une autre fonction d'utilité généralisée à son potentiel existentiel interne ou à ses futurs possibles. En effet, le système s'amène à l'existence comme un moyen de communication intemporelle entre son passé et son futur, selon lequel la loi et l'état, la syntaxe et le contenu informationnel se génèrent et s'affinent mutuellement à travers le temps pour maximiser l'auto-utilité systémique. Cela définit une situation dans laquelle la véritable identité temporelle du système est un point d'équilibre temporel distribué qui est à la fois entre et inclusif du passé et du futur. En ce sens, le système est intemporel ou atemporel. Langan nous expliquait que l'autodéterminisme était un concept subtil, et là on voit l'arsenal logique qui est développé pour expliquer ce concept et permettre la définition de l'autodéterminisme, qui est défini récursivement en même temps que des concepts du type d'une utilité généralisée qui fournit une monnaie qui fait que l'autodéterminisme va chercher à accumuler cette monnaie télique, donc qui est accumuler ce sens, en passant d'un état, en s'autodéterminant vers un nouvel état qui va maximiser avec plus d'utilité généralisée, donc une optimisation de ce système. Ce concept d'utilité généralisée explique à la fois le passé, le futur et les lois de transition entre les deux.
Et donc, il fournit un support. Pourquoi est-ce qu'une théorie de la réalité, une réalité, se structurerait sous la forme d'autodéterminisme intrinsèque? Parce que par rétroaction télique, un sens, une autorité généralisée, donne au système une raison pour évoluer d'un état exploratoire à plus faible utilité généralisée vers un état exploratoire à un plus haut niveau d'utilité généralisée. Et tout comme la rétroaction télique était pré-cybernétique, le sens est aussi pré-informationnel dans le sens où il n'y a pas de propriété spécifique qui est donnée de façon spécifique à un objet du système. Plutôt, il y a une impulsion qui va guider le potentiel d'existence interne et future possible, parce qu'il y a cette couverture du passé, du futur, ce pont construit entre les deux, avec un principe d'évolution, de création de sens intrinsèque. Eh bien, le motif du déterminisme interne se met en place et répond avec une définition qui est récursive à cet autodéterminisme. Ce qu'on apprend ici, c'est la structure de sens transcende le passé et le futur. Elle est pré-informationnelle, elle transcende parce qu'elle est dans la genèse du système elle-même, transcende le temps, et le temps n'est que l'évolution et que le raffinement de cette utilité généralisée. La syntaxe et le contenu informationnel, donc la flèche et les cercles, se génèrent et s'affinent mutuellement à travers le temps pour maximiser l'autorité systémique. Ça rend le système intemporel parce que c'est la distribution de cette identité temporelle à la fois dans le passé et dans le futur qui fait que à la fois le passé et le futur ont un sens. Le futur a un sens parce qu'il est le futur optimisé du passé. Le passé a un sens parce que c'est un point d'exploration qui va se générer vers un futur plus grand. Donc il y a une orientation un peu primaire par rétroaction télique. Ça explique le temps de façon primaire, une optimisation primaire du système qui donne une orientation et qui se distribue de façon pré-informationnelle, pré-cybernétique et qui transcende le temps et qui explique vraiment la structure évolutive du système. Si on décrit le diagramme supérieur illustre les rétroactions cybernétiques ordinaires entre deux transducteurs d'informations qui échangent et interagissent sur des informations reflétant leur état interne. La structure et le comportement de chaque transducteur sont conformes à une syntaxe ou à un ensemble de règles structurelles et fonctionnelles qui déterminent son comportement pour une identité très donnée. Dans la mesure où chaque transducteur est soit déterministe soit non déterministe, dans la limite d'une contrainte syntactique, le système est soit déterministe, soit aléatoire jusqu'au déterminisme. Il n'y a pas de disposition pour l'autocausation en dessous du niveau systémique. Donc deux systèmes qui ont des états internes et qui interagissent avec des états externes. Donc c'est un peu des automates qui peuvent utiliser dans les théories de la cybernétique. Le diagramme inférieur, qui s'applique au système cohérent d'autoconception, génération, illustre une situation dans laquelle la syntaxe et l'état sont plus déterminés en tandem, conformément à une fonction d'utilité généralisée, attribuant des valeurs différentielles, mais à l'échelle intrinsèque, à diverses relations syntaxe-état possibles. Une combinaison de ces deux scénarios est partiellement illustrée dans le diagramme supérieur par les ombres grises dans chaque transducteur. La rétroaction télique, c'est vraiment quelque chose d'interne au système qui explique l'autoritarisme du passé, des syntaxes qui s'appliquent à des états vers de nouveaux états et de nouvelles syntaxes qui vont se rappliquer à cette nouvelle configuration. Et donc c'est avec une rétroaction télique un principe de génération de but qui est absolument général au système que vous pouvez avoir l'existence de ces points d'évolution, de cette succession d'états, tandis que les syntaxes entre les systèmes ici, en fait on voit que les systèmes se sont expliqués et que la théorie, la logique, votre théorie de vos automates, disons, constitue un cercle bleu. Et ensuite, l'évolution se fait par des circuits, par d'autres syntaxes, les syntaxes physiques des électrons, de tout ce qui va propager l'information, la lumière peut-être. Ce sont des attaques qui sont pas considérées dans la théorie classique des automates, mais quand on considère la réalité aux façons plus générales, le support c'est la réalité elle-même, et toute évolution ne s'explique que parce qu'il y a une rétroaction télique, un principe d'utilité généralisée interne
qui fait que le système lui-même définit à la fois ses syntaxes et ses états. Un système qui évolue au moyen de la récursion télique. Et en fin de compte, chaque système doit être ou être incorporé dans un tel système en tant que condition d'existence, n'est pas simplement computationnel, mais proto-computationnel, c'est-à-dire que son niveau de traitement primaire configure son niveau de traitement secondaire, computationnel et informationnel, par récursion télique. La récursion télique peut être considérée comme le mécanisme autodéterminant, non seulement de la cosmogonie, mais aussi comme une forme naturelle et scientifique de la téléologie. Ici, Langan précise l'étendue et les propriétés de ces systèmes à récursion télique. Tout système doit être incorporé dans un système à récursion télique pour exister, parce que seuls les systèmes à récursion télique sont proto-computationnels, proto-calculatoires. Seuls ces systèmes permettent l'émergence d'un calcul parce qu'il y a une utilité généralisée qui demande à être optimisée et donc qui justifie l'existence à la fois de l'état passé, de l'état futur et de ce processus d'évolution du passé vers le futur. Cette récursion télique, ces systèmes protocomputationnels se distribuent de façon latérale, disons, par-delà la temporalité interne au système. Et seuls ces systèmes permettent de définir des sous-systèmes qui ensuite peuvent être plus dérivatifs, plus calculatoires, avec des objectifs intégrés dans le temps, spécialisés. Donc l'ordinateur, par exemple, c'est un système avec beaucoup d'états internes, avec beaucoup de possibilités d'entrée dans ce système. Et ils sont supportés par la physique, par les câbles, par l'énergie. Donc il y a toute une série d'autres objets qui supportent ce sous-système. Et donc, ce que Langan nous dit, c'est que les systèmes protocomputationnels sont toujours derrière tout autre système qui n'est pas protocomputationnel. Donc il y a un niveau primaire qui configure le traitement secondaire, qui a une information spécifique, et un calcul qui sont guidés par l'utilité généralisée de la réalité, qui est cette protocomputation originelle qui permet l'existence de ces sous-systèmes. Et ce sous-système, c'est un mécanisme qui explique non seulement la cosmogonie, c'est-à-dire la création de l'univers, mais également une forme scientifique de la téléologie, c'est-à-dire la science du divin. Et donc, à la fois l'existence de tous ces systèmes qui sont physiques, de matière, d'énergie, également ces systèmes qui expliquent la conscience, qui expliquent le but de l'homme, etc., doivent émerger d'une récursion télique, puis des sous-systèmes qui ont des frontières syntaxiques disons, spécifiques, que vous pouvez séparer, mais ils doivent être intégrés à l'intérieur d'un système de syntaxe-état, une récursion télique et une utilité généralisée. Et c'est une forme scientifique d'explication, d'approche de la théologie et de la cosmogonie, parce que c'est un motif qui explique le déterminisme. Et puisque à la fois l'indéterminisme et le déterminisme externe sont insuffisants pour une théorie de la réalité, on doit s'appuyer sur un autodéterminisme et cette récursion télique est ce qui justifie cet autodéterminisme. Cependant, avant d'approfondir ces idées, assistons à une petite séance d'orientation basée sur la vision remarquablement pénétrante de John Archibald Wheeler, scientifique de renom et théoricien de la réalité, dont le nom est pratiquement synonyme de physique moderne. Le déterminisme, indéterminisme et troisième option étudie plusieurs aspects de l'évolution de la réalité et de la genèse de la réalité. Avec l'indéterminisme, la réalité n'a pas les moyens de définir des lois qui ont du sens, puisqu'il y a un hasard, comme un magicien qui sort du chapeau, des états indéterminés, ce qui détruit l'intelligibilité du réel, qui détruit l'existence de lois, l'existence de connaissances. Donc ce n'est pas une notion possible pour expliquer à la fois la genèse et expliquer à chaque fois les évolutions. Quand on a le déterminisme, on a un déterminisme d'un environnement sur un système, et le problème de ça, c'est que le système déjà perd son sens, donc la liberté perd son sens si le système est déterminé, mais aussi, quand on
prend la réalité dans son sens le plus général, elle ne peut pas être déterminée externellement. Et donc, une théorie de la réalité ne peut pas utiliser ce concept qui est très classique, de concept qu'il y a des lois externes qui définissent le monde de la perception, le monde de la réalité. Quand on pense à la réalité en général, il ne peut pas y avoir de déterminant externe parce que ce qui peut déterminer la réalité, c'est la réalité. Et donc, on est obligé d'avoir un autodéterminisme. Et donc, c'est pour ça que Langan présente la troisième option, qui est non seulement l'autodéterminisme, mais aussi l'autodéterminisme intrinsèque, parce que le support de ce déterminisme va être la réalité elle-même, donc c'est une évolution intrinsèque, un endomorphisme. Et ce qu'on voit, c'est que ce concept simple demande aussi la définition de graines qui vont expliquer à la fois le passé du système, le futur du système, l'évolution elle-même. Et ces graines, ce sont l'existence de processus de rétroaction télique qui doivent incarner des mouvements du système vers une augmentation de l'utilité généralisée, qui doivent être des paramètres préinformationnels qui sont distribués partout sur la genèse du système et partout dans la genèse et dans l'évolution du système, pour que des lois, des systèmes, des calculs prennent forme, des sous-systèmes prennent forme, pour répondre à ce besoin du système d'évoluer vers plus d'utilité généralisée à travers les calculs secondaires qui vont avoir de l'information spécifique. Voilà l'état de mon système, voilà l'état des différents habitants de mon système, voilà les lois distribuées qui sont définies pour ces habitants de ce système. Et ensuite, il y a un calcul qui est fait de manière intrinsèque dans le système pour répondre à ce besoin primaire d'auto-évolution de la réalité par cette récursion télique avec un système qui transcende cette récursion télique dans le sens où il est atemporel, donc il se distribue à chaque point, à la fois passé, futur, et le point de pont, le point d'évolution entre le système. Tout système doit être inclus dans un système protocomputationnel qui va évoluer par récursion télique, ce qui a des conséquences sur notre compréhension de la cosmogonie, de l'origine de notre univers, mais également de la téléologie, c'est-à-dire du but de notre univers, en tant qu'il génère du sens et en tant que nous participons à générer intrinsèquement le sens de l'univers en tant qu'habitants de ce système protocomputationnel qui fait émerger nos lois locales, dont les habitants qui vont également faire partie de ces systèmes secondaires qui incarnent le système primaire qui évolue de façon distribuée, de façon transcendante du temps, en étant intemporel, en se distribuant partout dans la réalité, comme explication de la genèse, explication de l'évolution des dynamiques des processus de tous les systèmes à l'intérieur de la réalité.